Sur les ondes du passé, un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'une photo pouvait dire au-delà de ce que vous voyez ? Deux étudiantes se sont posé cette question en ouvrant une boîte d'archives. Elles sont tombées sur une série de photos de pose au travail de l'entreprise Gardi à Genève. L'une étudie l'histoire du travail, l'autre la photographie industrielle. Ensemble, elles décident d'analyser ces images, en apparence banales, et découvrent qu'elles en disent long sur la vie ouvrière et la pose au travail à Genève dans les années 1950. Hey Jess, tu devineras jamais ce que j'ai enfin réussi à trouver. Ce fameux fond photo dont je te parlais l'autre jour. Depuis le temps que je voulais l'examiner pour mon séminaire et mes recherches sur l'histoire du travail. Salut Lohan, c'est génial! C'est bien celui de l'entreprise Gardi, non? Oui, exactement. En fouillant les archives, je suis tombée dessus et je me suis dit que ça pourrait être une source très intéressante. Comme tu t'y connais en photographie industrielle, j'aimerais bien avoir ton avis. Avec plaisir. Tu peux me donner un peu de contexte? Alors Gardi, c'était une entreprise genevoise spécialisée dans la production de matériel électrique. Elle a été fondée en 1890 à La Plaine et elle a connu un essor important avec le développement de l'électrification au début du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, la demande en équipement électrique a explosé. Du coup, en 1919, ils ont construit un nouveau site à La Jonction qui est devenu leur siège principal en 1930. Et les photos, elles montrent quoi exactement? Alors elles documentent principalement la deuxième usine, celle qu'on appelait l'usine du Vélodrome, entre 1918 et 1958. Elles ont été commandées par l'entreprise elle-même. Des commandes d'entreprise? Il s'agit donc probablement de représentations ajustées par le photographe pour correspondre aux attentes ou aux directives données par l'entreprise. Ouais, en parcourant l'ensemble du fond, on remarque une valorisation réfléchie du travail et de l'entreprise. Oui, ça correspond au code classique de la photographie industrielle qui fait voir des machines alignées, des ouvriers concentrés, des gestes précis. On est clairement dans une logique de communication plus que dans un témoignage spontané ou de mémoire. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, mais certaines photos des années 1950 sortent du lot. Ah bon? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles montrent des moments de pause, on y voit des ouvriers en train de discuter, manger, se détendre. Ça donne une autre dimension à la vie ouvrière, plus sociale et humaine. Intéressant. Ces photos sont généralement prises pour mettre en avant la productivité et le progrès technologique, plutôt que pour refléter la vie des ouvriers pendant leur pause. Ben justement, ça me fait me demander si ces moments ont été photographiés délibérément ou s'ils ont une autre fonction dans le fond photographique. Peut-être qu'elles visaient à montrer un aspect plus humain de l'entreprise, pour améliorer son image, en interne ou à l'extérieur. Ou alors, elles avaient un usage plus informel. Tu sais si cela pourrait être lié aux évolutions législatives sur le travail à cette époque? Je ne suis pas très calée sur le sujet. C'est une bonne question. Peut-être que oui, peut-être que non. On pourrait creuser cette piste, regardons-les ensemble et on arrivera sûrement à mieux comprendre. Regarde cette photo, Jess, elle m'a tout de suite interpellée. On dirait que deux employés reçoivent la collation d'une femme. Ce qui m'a frappé, c'est le lien très clair entre la nourriture et le temps de pause. À mon avis, Gardi essaye de faire passer plusieurs messages à travers cette image. Lesquels, selon toi? La femme au centre semble uniquement chargée de distribuer la collation, sans réellement participer à la pause collective. Ce type de représentation, c'est typique des années 1950, une période où les femmes sont certes présentes dans le monde professionnel, mais souvent cantonnées à des fonctions subalternes. En Suisse, tout au long du XXe siècle, leur accès à l'emploi reste conditionné par des besoins économiques ponctuels et fortement encadré par des normes sociales rigides. Leur travail est généralement perçu comme temporaire ou accessoire, en particulier dans les secteurs de l'industrie légère, des services ou du soin. Faute d'un véritable accès à la formation professionnelle ou à l'enseignement supérieur, elles occupent majoritairement des postes d'exécution ou de soutien. Cette situation reflète une vision profondément genrée du travail, où les femmes sont assignées à des rôles de service, comme ici, où leur présence est utilitaire mais peu valorisée. D'ailleurs, dans les images visuelles de l'époque, leur mise en scène participe souvent à entretenir cette image. Elles apparaissent rarement comme des figures centrales du monde productif, mais plutôt comme des présences secondaires, fonctionnelles. Oui, et c'est justement cette mise en scène qui me semble intéressante ici. Même si elle incarne un rôle de service, la femme n'est pas reléguée à l'arrière-plan. Elle est au centre de l'image et interagit avec un homme, à qui elle tend ce qui semble être un morceau de pain. Le tablier indique sa fonction, mais la veste qu'elle porte par-dessus vient nuancer cette image strictement utilitaire. Ce mélange vestimentaire, combiné à la posture tournée vers l'autre, crée une impression de proximité et d'humanité.
Son geste introduit une diagonale qui structure la composition et dynamise la scène. Elle devient ainsi un point d'articulation entre les personnages. Et dans le contexte d'une commande d'entreprise, ce cadrage n'est sûrement pas anodin. En mettant une femme en avant, même dans un rôle secondaire, Gardy cherche peut-être à projeter une image d'entreprise ouverte, moderne, où chacun semble avoir sa place. C'est une stratégie visuelle qui sert à construire un récit d'harmonie et de cohésion. C'est intéressant de voir comment Gardy joue aussi sur les vêtements des autres personnages. L'un des hommes porte un bleu de travail, ce qui devient typique dans l'après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, ce vêtement symbolise la montée en puissance des industries, où le bleu de travail est largement adopté par les ouvriers pour des raisons de praticité, mais aussi comme un signe de solidarité ouvrière. Ce vêtement simple et uniforme devient alors le symbole de la classe ouvrière, d'une identité collective. En revanche, l'autre homme, il est en chemise-cravate, une tenue typique des cadres et des contremaîtres, ce qui signale une distinction dans les rôles, mais dans l'image, les deux personnages semblent partager le même espace, sans grande hiérarchie apparente. Cette mise en scène, elle donne l'impression d'une égalité symbolique, dans laquelle, même si des différences existent, tout le monde est inclus dans la même vision d'unité. C'est d'autant plus significatif dans le contexte suisse d'après-guerre, où le concept de paix du travail joue un rôle central. La paix du travail désigne une sorte d'accord social informel entre employeurs et employés, visant à éviter les conflits et à garantir une prospérité économique commune. L'idée, c'était de créer un climat de coopération, de stabilité et de résolution pacifique des tensions dans le monde du travail. Gardy, en mettant en avant cette image de cohésion, cherche donc à promouvoir une image d'harmonie et d'inclusion. Ton interprétation est intéressante, mais il faut aussi garder en tête que les photographies industrielles ne sont pas seulement des témoins directs de la réalité. Elles sont toujours construites pour véhiculer un message particulier. L'historien Alain Dwerb parle de deux niveaux dans les images, l'image manifeste et l'image latente. L'image manifeste, c'est celle que l'entreprise cherche à transmettre consciemment. Ici, on voit des employés détendus, une scène de partage, de convivialité et la nourriture en évidence. C'est la première chose que l'on remarque et qui est facilement interprétable. Mais derrière cette image apparente, il y a l'image latente. C'est ce que la photographie révèle involontairement, ce qui est implicite, ce qui n'est pas dit, mais qui transparaît. Par exemple, si l'on regarde l'ouvrier en bleu de travail, il semble lancer un regard légèrement sceptique au cadre en chemise-cravate. Ce détail subtil suggère qu'il peut y avoir des tensions sous-jacentes, malgré l'apparente harmonie de la scène. Ce genre de dynamique, plus cachée, peut être un indice que l'image ne transmet pas simplement une réalité idéale, mais une construction où des rapports de pouvoir restent implicites. Donc l'image a une sorte de double discours. C'est fou, je voyais pas tout ça. En fait, faut jamais se fier à une première impression, même sur une simple photo. Exactement, il faut apprendre à lire entre les lignes, ou plutôt entre les pixels. Maintenant que tu m'as fait voir tout ça, j'ai envie de te montrer une autre photo. On y voit des employés assis autour de table en train de manger. L'endroit ressemble à une cantine. Je me demande du coup si on y retrouve les mêmes éléments de mise en scène que dans la première, ou si le message est un peu différent. Tu sais, en regardant cette photo, je pense tout de suite à la loi fédérale sur les fabriques de 1877. Elle marque un tournant important dans l'histoire du travail en Suisse. À cette époque, l'industrialisation avait créé des conditions de travail déplorables, des journées de travail longues, des mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité inexistantes. Face à cela, des mouvements ouvriers ont vu le jour pour revendiquer des améliorations des conditions de travail, et cela a contribué à la création de lois protectrices. Parmi ces mouvements, la Fédération ouvrière suisse, fondée en 1873, a fondé un rôle crucial dans l'influence de la législation en menant des campagnes pour l'amélioration des conditions de travail. L'Union syndicale suisse, fondée en 1880, a renforcé cette dynamique en mobilisant les travailleurs pour obtenir des réformes. Ensemble, elles ont progressivement influencé les réformes législatives pour obtenir des normes sur les horaires de travail, sur la sécurité et sur les pauses. La loi de 1877 stipulait que les ouvriers devaient bénéficier d'une pause d'1 heure à midi et que cette pause devait se dérouler dans un local distinct des ateliers afin de permettre une véritable coupure entre le travail et le repos. Cela visait à réduire la fatigue physique et mentale des travailleurs. Donc, ce type d'espace était déjà prévu légalement dès la fin du 19e siècle ? En théorie, oui, mais dans la pratique, les choses elles ont été plus lentes. Seules les grandes entreprises, disposant de moyens nécessaires, ont pu aménager des locaux dédiés aux pauses, alors que les petites entreprises ont tardé à s'adapter, faute de moyens ou d'espace. Dans les années qui suivent, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, les revendications sociales prennent une ampleur nouvelle. Les grèves en Suisse, entre 1945 et 1948, notamment celle de 1948, ont été motivées par des demandes d'augmentation des salaires et d'amélioration des conditions de travail. L'inflation et la hausse des coûts de la vie ont exacerbé les tensions et les syndicats ont exigé des réformes pour améliorer le niveau de vie des ouvriers. Les événements de 1948 sont particulièrement marquants.
On a eu une grève générale qui a éclaté après que les ouvriers ont exigé une augmentation des salaires et des conditions de travail plus équitables. Cette grève, elle a mis en lumière les luttes sociales qui se sont intensifiées dans l'après-guerre. Dans ce contexte, l'aménagement d'un réfectoire moderne par Gardy ne surprend pas. L'entreprise, soucieuse de son image, a sans doute voulu à la fois répondre aux exigences légales et se positionner comme un modèle de responsabilité sociale. Et cette réglementation a-t-elle évolué par la suite ? Oui, il y a eu un ajustement en 1919 avec la révision de la loi fédérale sur le travail. Celle-ci précisait que si la journée de travail était inférieure à 8 heures, la pause de midi n'était plus obligatoire. Toutefois, cette pause restait la seule régulée par la loi. Les pauses plus courtes, comme celle du matin ou de l'après-midi, n'étaient pas encore encadrées par la législation, qui ne s'est pas intéressée à ce type de pause avant 1958. En fait, la régulation des pauses plus courtes n'a réellement été abordée qu'en 1964, bien après la période des photos de Gardy. Quand est-ce que cette photo a été prise ? Au printemps 1955. Ce contexte rend la photographie encore plus intéressante. On voit ces employés assis autour d'une table, en plein repas. Il y a de la vaisselle, un tableau noir avec un dessin en arrière-plan. Mais ce sont surtout les expressions qui attirent l'œil. Une femme éclate de rire, un homme sourit franchement. Ce qui me frappe, c'est l'atmosphère générale. L'ambiance semble détendue, presque trop idéale. Le cadrage est précis, la netteté remarquable. On a même l'impression que le photographe est à la même table que les employés, comme s'il cherchait à nous plonger dans la scène. Tu sais, au premier regard, j'ai vraiment cru que cette photo avait été prise sur le vif. Il y a quelque chose de très vivant, très naturel dans les expressions. Comme si Albert Grivel, le photographe, avait capturé un instant sans prévenir. Mais maintenant que tu m'as parlé de la mise en scène fréquente des photographies industrielles, je doute un peu. Peut-être que ce qui me paraît spontané a en réalité été pensé, cadré ou préparé. Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Il y a une ambiguïté assez troublante. Certains visages semblent captés sur le vif, presque volés, tandis que d'autres donnent l'impression d'être figés, comme si l'instant avait été volontairement suspendu pour la photo. Techniquement aussi, l'image oscille entre netteté et flou, ce qui renforce cette sensation d'un moment à la fois spontané et soigneusement contrôlé. Peut-être que l'objectif c'était justement ça, donner une impression d'authenticité sans renoncer totalement à la construction scénique. Et c'est là que ça devient intéressant. Le positionnement du photographe, par exemple. On dirait qu'il est immergé dans la scène, assis parmi les ouvriers. Pourtant, cette immersion apparente cache une mise en scène très maîtrisée, une composition soigneusement pensée pour créer un équilibre visuel. Même la lumière, sans doute artificielle, semble venir de la gauche, mettant en relief les images, plutôt que d'en haut, comme on pourrait s'y attendre avec un éclairage classique. Ce mélange entre proximité et mise en scène me fait penser à ce qu'écrit Alain Douerme dans Miroir d'usine. Il explique que les photos industrielles ne sont jamais de simples témoignages. Elles racontent toujours quelque chose, souvent dans le but de mettre l'entreprise en valeur. L'image devient alors un moyen de représenter le pouvoir industriel, une version idéalisée du monde du travail. Du coup, même quand une photo donne l'impression d'être spontanée, elle ne l'est jamais complètement. Et c'est là que ça devient flou. Est-ce qu'on regarde une scène du quotidien, vraie, brute, ou une fiction construite pour répondre à des attentes sociales, politiques, voire commerciales? Donc les images s'inscrivent dans l'évolution du droit du travail. On voit ici que Gardy s'est modernisé pour répondre aux réglementations, allant même jusqu'à le montrer en photo au lieu d'en faire un communiqué par exemple. Sachant que les fabriques ont aussi participé à donner au travail sa forme moderne, Gardy s'inscrit dans cette évolution et sachant aussi que les ouvriers sont attirés par les changements et les nouveaux médias, utiliser des photos peut leur parler. Et j'aurai encore une photo à te montrer. Sur cette photo, on voit 3 femmes et un homme en pleine discussion à l'extérieur. Le flou assez prononcé donne vraiment l'impression que le photographe a saisi la scène en passant, comme s'il avait capturé un moment de manière spontanée, presque sans s'arrêter. Oui, ils ont l'air détendus, presque pris par surprise. On sent une certaine spontanéité dans leurs attitudes. C'est ce que j'ai pensé au départ aussi. Mais plus je l'observe, plus je me demande si ce moment est vraiment aussi naturel qu'il en a l'air. Tu crois que c'est une mise en scène ? Ce n'est pas une mise en scène totale, mais l'image semble clairement construite. Le photographe a probablement choisi un angle flatteur, et même si la lumière semble majoritairement provenir du soleil, on peut imaginer qu'il a pris soin de se placer de manière à capter la meilleure luminosité possible pour adoucir l'ambiance. Ce n'est pas simplement un instantané naturel. Il y a une réelle intention derrière cette composition. Comme je te l'ai dit, ce type de photographie a souvent un message à transmettre. Et malgré ma formation en analyse d'images industrielles, je réalise qu'il est difficile d'en tirer des conclusions précises sans faire des extrapolations. L'image capture un moment, mais elle ne nous dit rien du contexte précis. Est-ce vraiment une pause ? Qui sont ces personnes ? Quel est leur lien ? Ce flou,
qui semble au premier abord donner un air d'authenticité, contribue finalement à une certaine ambiguïté. Et c'est cette ambiguïté qui rend l'analyse si intéressante. Elle se situe entre ce qui pourrait être une représentation fidèle et ce qui relève d'une image soigneusement construite. Et puis ce lieu, on dirait qu'il n'est pas vraiment aménagé pour faire une pause. Les individus sont assis sur des caisses, dans ce qui semble être un espace entre deux bâtiments, rien de formel. Du coup, je me demande, est-ce que les ouvriers utilisaient vraiment les espaces de pause officiels ? Pas nécessairement. Beaucoup de travailleurs préféraient s'éloigner des espaces formels, souvent perçus comme trop rigides et impersonnels. C'est ce que raconte Nicolas Hatzfeld dans son article de 2002 sur les ouvriers de chez Peugeot. Les réfectoires ou les salles de pause aménagées par l'entreprise, bien qu'utiles, manquaient d'intimité et étaient soumis à une surveillance implicite. Ces espaces offraient peu de place à l'expression personnelle et les interactions y étaient souvent marquées par les normes de l'entreprise, créant ainsi une distance sociale entre les travailleurs. En revanche, les espaces informels, comme les coins tranquilles ou les zones extérieures, étaient perçus comme plus libres. Là, les travailleurs pouvaient se détendre à leur manière, loin de la pression hiérarchique et du cadre rigide des zones officielles. Ces moments de pause permettaient de renforcer les liens sociaux et de discuter librement avec des collègues partageant des affinités, qu'elles soient amicales, culturelles ou basées sur un humour commun. Ces espaces informels favorisaient des échanges plus authentiques et une solidarité plus forte, loin des exigences professionnelles. C'était une manière de vivre, une sociabilité plus humaine, moins contrainte par la structure de l'entreprise. Aujourd'hui, cette recherche de liberté et d'intimité dans la pause a évolué, notamment avec l'essor du télétravail. En travaillant depuis chez eux, beaucoup de salariés peuvent choisir eux-mêmes leur moment de détente, et ce, loin des espaces formels d'entreprise. Comme dans les années 1950, les pauses restent essentielles pour se ressourcer, mais aujourd'hui, elles peuvent être plus courtes et fréquentes. Ce changement dans les dynamiques de pause permet aux travailleurs de mieux gérer leur bien-être mental et physique, tout en restant productifs. Et même si les espaces sont moins définis aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque, la notion de prendre des pauses pour renforcer les liens sociaux, se détendre et se retrouver avec des collègues reste une constante. Dans le contexte actuel, la flexibilité des pauses, bien qu'elle puisse poser des défis, notamment celui de mélanger travail et détente, rappelle cependant cette même quête de liberté et d'authenticité que les travailleurs recherchaient déjà dans les années 1950. En effet, il y a de nombreuses similitudes entre cette recherche de bien-être au travail malgré les évolutions. Mais comme on le voit avec cette photo, il y a aussi des différences dans la manière dont les pauses sont vécues et aménagées. Exactement. Ce qui me frappe, c'est que malgré les changements technologiques et organisationnels, la pause reste un moment fondamental dans la journée de travail, peu importe l'époque. Oui, et chaque époque, chaque organisation redéfinit ce temps en fonction des besoins et des contraintes. Mais ce qui ne change pas, c'est l'importance de ce moment pour l'équilibre personnel et social des employés. Voilà. Je pense que ça clôture bien notre réflexion sur les pauses, aujourd'hui et dans les années passées. Oui, tout à fait. On pourrait reprendre ça plus en détail la prochaine fois avec d'autres exemples. Avec plaisir. Mais pour aujourd'hui, je crois qu'on a bien exploré le sujet. On se retrouve demain ? Ouais, à demain. Sur les ondes du passé, un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève.